Salut les Lévimensistes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo plus précise sur cette histoire de listes. Pourquoi on fait les listes comme elles sont? Pourquoi les listes que je propose dans Lévimensa ont la tête qu'elles ont? Et pourquoi c'est pas des listes qu'on a plus l'habitude d'avoir comme administration, finance, etc. Et pourquoi ces listes-là fonctionnent? On y va? Alors vous l'avez déjà vu dans pas mal de vidéos, les listes que je recommande sont pas forcément celles qui sont habituelles quand on fait des to-do list. Et même pour ceux qui connaissaient la méthode Getting Things Done, les listes sont un peu différentes de ce qui se propose dans GTD. Il y a une raison à ça. Focus, cramé, de tension, les appels à passer, les emails à écrire, les listes par logiciel, les listes vite fait, les listes temps long, etc. Alors ce qui se passe tout d'abord, c'est que quand les gens sont pas du tout familiers de la méthode, de ce genre de méthodologie, en général, déjà, ils se font une to-do list qui est pas forcément classée plus que ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'éléments dessus, et on sait bien, nous, qu'il n'y a pas assez de choses, en fait, dessus, puisqu'il n'y a pas tout ce qu'ils ont à faire. Quand on fait la liste de tout ce qu'on a à faire en pro et en perso, on voit qu'en termes de volume, on arrive à un minimum de 30 choses à faire. J'ai jamais vu quelqu'un avec moins de 30 trucs à faire dans sa vie. Et puis, ça peut aller jusqu'à une centaine de choses. Quand on va traduire ça après en prochaine action, ça va faire encore plus, puisque certains sujets peuvent être parfois démarrés par plusieurs endroits, par plusieurs prochaines actions. Et donc, quand on fait ce travail de transformation de nos to-do list en prochaines actions, on peut se retrouver parfois avec plusieurs prochaines actions, là où au départ, on n'aurait mis qu'un seul sujet sur notre to-do list. Tout ça pour dire quoi? Au bout d'un moment, il y a du volume. Et le volume ne va pas tenir sur une seule liste. D'où l'idée d'avoir plusieurs listes. Et quand je présente ça, en général, même si je leur montre avant toutes les listes que je vous ai déjà montrées et que je vous ai remontrées encore dans cette vidéo, ce que je vois très souvent, c'est que les gens vont se dire « Ok, mais ça me parle pas trop, je comprends pas, je vois pas, ça va pas me servir. Moi, je vais me faire une liste finance, je vais me faire une liste compta, je vais me faire une liste administrative, je vais me faire une liste dans la maison bricolage ou je sais pas quoi. » Et les gens commencent à ranger leurs prochaines actions dans ces listes-là. Et quand ils commencent à travailler derrière, ça marche pas si bien que ça. Et ils se disent « Ouais, bon, c'est sympa ces listes-là, mais en vrai, je vois pas trop l'apport que ça a pour l'effort que ça me demande de toujours classer ma prochaine action dans la bonne liste, etc. » C'est parce que les listes à thème fonctionnent pas bien. Les listes à thème, le problème, c'est que vous allez retrouver dessus les prochaines actions qui vont vous être présentées parfois dans des circonstances où vous ne pouvez pas les faire parce que vous n'êtes pas dans les bonnes circonstances. Donc ça ne sert pas à grand chose. Et vous vous retrouvez avec des listes, avec des choses que vous pouvez faire, des choses que vous ne pouvez pas faire. Et votre subconscient finit par engranger cette information et il sait que sur cette autre liste, comptabilité par exemple, il va se trouver aussi des choses que vous pouvez faire et des choses que vous ne pouvez pas faire. Alors même que vous avez envie de travailler sur la comptabilité ou l'administratif. Mais si, ça peut arriver. Et chacun ses trucs, je ne juge pas. C'est pour ça que ces listes-là, finalement, qui paraissent de bonnes idées, sont de fausses bonnes idées. Mais pour bien comprendre pourquoi c'est ces listes-là qu'on a choisies, j'aurais peut-être dû commencer par là au départ. Il faut réaliser comment on sélectionne le travail qu'on fait quand on se met à travailler. Parce que finalement, quand vous vous mettez à bosser, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre to-do list, vous prenez votre to-do list, vous regardez les différents éléments dessus, et en fait, là, vous êtes en train de vous dire, où est-ce que j'en suis là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire? Mais tout ce chemin mental que vous faites sur où est-ce que vous en êtes sur le sujet particulier, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant sur le sujet particulier, tout ce chemin mental, il est influencé forcément par trois facteurs. Le lieu dans lequel vous vous trouvez, qui peut être aussi les personnes ou les outils qui sont à disposition, mais c'est influencé aussi par le temps que vous avez et par le niveau d'énergie qui est le vôtre. C'est-à-dire que le choix que vous allez faire de la prochaine action sur laquelle vous allez vous mettre à travailler est influencé, ne serait-ce qu'au niveau subconscient, par ces trois éléments-là. On voit bien que quand on sait qu'on n'a qu'une demi-heure, on se met pas sur un truc de 2 heures. C'est du bon sens. Et ben là, l'idée c'est de systématiser en fait ce bon sens-là. Et de se dire, mais si je me mets sur un truc exigeant quand je suis cramé, je devrais pas en fait. Parce que comme je dis souvent, je vais encore mettre plus de temps à le faire moins bien. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et évidemment, je vais pas me mettre à faire quelque chose s'il faut que je sois ailleurs pour le faire. Puisque je suis pas au bon endroit. Et c'est parce qu'en fait, c'est l'application de ces filtres-là que l'on fait de manière plus ou moins consciente au moment où on décide de travailler, est comme elle est, que ces listes-là existent. Vous voyez, c'est-à-dire que je parle de la réalité, je parle pas d'un espèce de schéma intellectuel sympathique. Ce que sont les listes admin, compta, finance, ce sont des schémas intellectuels. On se dit, bah tiens, je vais faire toute ma compta en même temps, je vais faire toute ma... etc. Non, non, moi je vous dis, partez de la réalité. La réalité, c'est que vous êtes sur ce niveau d'énergie-là, vous avez tant de temps devant vous, peut-être que l'endroit où vous vous trouvez a une importance sur ce que vous allez faire, et c'est en tenant compte de ces facteurs-là que vous allez ensuite décider la meilleure chose à faire. Puisque ça sera forcément la meilleure chose à faire, vu qu'elle tiendra compte de tous ces facteurs. Donc si j'illustre ça, je vais avoir, mais dans le désordre, il n'y a pas forcément d'ordre. Ça peut être soit mon niveau d'énergie qui va primer sur les autres, ou alors le temps dont j'y dispose qui va primer sur le reste, ou éventuellement le lieu, les gens qui sont là, les outils qui sont à ma disposition. Alors je sais que dans la méthode Getting Things Done, David mettait très souvent en premier le contexte, c'est-à-dire ce qu'il appelait les circonstances, autrement dit le lieu, les personnes ou les outils. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Aujourd'hui, avec l'ubiquité des outils qui sont les nôtres, c'est-à-dire le fait qu'on a tout à disposition tout le temps, on voit bien par exemple que la liste ordinateur n'a plus vraiment de sens.
Sauf à avoir un travail qui est essentiellement ailleurs que sur un ordinateur, avec parfois des choses à faire sur l'ordinateur. Mais la plupart des gens en entreprise vont travailler sur un ordinateur. Donc le contexte ordinateur en soi n'a pas vraiment de sens. L'idée, donc vous l'avez compris, c'est de tenir compte de cette réalité. Et de se faire des listes qui vont correspondre à cette réalité pour que ensuite, au moment de travailler, on se dise plus au préalable, tiens, je vais travailler sur le dossier de telle ou telle chose, mais on se dise plutôt, ok, où est-ce que je suis, comment je me sens, combien de temps j'ai. Et ça va me permettre ensuite de choisir, parmi la ribambelle de listes qui sont les miennes, lesquelles me paraissent les plus pertinentes maintenant. Donc effectivement, à chaque fois, on va aller regarder une ou deux, trois listes comme ça, celles qui correspondent grosso modo à la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est vraiment situation au sens large. Si je sais que c'est vraiment fin de journée, j'ai une journée très longue, je suis fatigué intellectuellement, je vais forcément privilégier tout ce qui est sur la liste HS, hors service. Parce que je vais d'abord aller chercher des choses qui correspondent à l'état d'énergie dans lequel je me trouve. Mais parfois, ça peut être le matin. Et le matin, j'irai plutôt sur la liste concentration. Sauf que si ça se trouve, je suis pas au bon endroit, peut-être que j'ai pas assez de temps, peut-être que finalement j'ai que 10 minutes avant la prochaine réunion, donc je vais plutôt aller regarder la liste vite fait. Vous voyez, ce jonglage-là tient compte de votre réalité. Il s'agit pas de faire de l'admin, il s'agit pas de faire de la finance, il s'agit pas de faire de la compta, il s'agit pas de se faire une liste par projet, puisque ça n'aurait pas de sens, vu que nous on part des prochaines actions et pas des projets. Il s'agit de se faire une liste qui se dit, ok, je suis dans ces circonstances globales, avec ce niveau d'énergie, ce temps disponible, quelles sont les opportunités de travail qui sont les miennes? Et d'aller choisir à ce moment-là. Et c'est ça qui va vous permettre d'être sûr d'être sur la meilleure chose à faire à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas décidé à l'avance. Et vous voyez, c'est là que le bât blesse dans la plupart des méthodes de priorisation, c'est qu'on vous invite à prioriser à l'avance. On vous invite à vous dire, voilà, tu prends ce jour-là, on est lundi par exemple, et tu décides aujourd'hui lundi de ce que tu vas faire jeudi prochain, vendredi prochain, et la semaine d'après, dans 15 jours, etc. Alors ça marche bien pour les livrables, mais ça marche pas pour me mettre en route sur une action. Parce que même si je me dis, tiens, je vais me mettre là-dessus, mais je suis pas dans les bonnes circonstances, bah ça va pas fonctionner. Et surtout, le point le plus important, c'est que au moment où je fais cette espèce de planification, on va dire, au sens large, en fait, je l'ai fait avec les informations qui sont les miennes ce lundi où je décide de ça. Mais aujourd'hui, on sait bien que la formation va à une vitesse folle, les priorités changent tout aussi vite, et donc les informations que j'aurai le jeudi suivant ont toutes les chances du monde d'avoir teinté, voire changé complètement les informations que j'aurais eues le lundi précédent, et encore pire dans les 2 semaines ou dans les 2 mois qui suivent. Ce qui rend complètement obsolète, de facto, les décisions que j'aurais pu prendre ce lundi-là. Encore une fois, je parle de prochaines actions, je ne parle pas de livrables. Les livrables, c'est ok. Les échéances, c'est ok d'en avoir, c'est normal d'en avoir. Mais la décision de travailler sur telle ou telle chose doit se faire par opportunité. Et ce qui se passe, c'est que quand je sais qu'une échéance approche, puisque je regarde mon calendrier régulièrement, forcément, toutes les prochaines actions qui sont liées à cette échéance-là montent naturellement en priorité. J'ai pas besoin de me les mettre prioritaires, je sais que ça arrive puisque je le vois. Ce qui veut dire que quand je vais aller lire mes listes, je vais forcément aller privilégier toutes les prochaines actions qui appartiennent à cette échéance-là, puisque je sais qu'elle arrive. Alors évidemment, ça demande un peu de confiance au départ dans le système. Confiance que vous n'avez pas forcément pour le moment si vous n'avez pas encore travaillé comme ça. Mais vous allez voir que ça vient très très vite. Et la satisfaction qu'il y a à travailler de cette manière-là et à se dire, j'ai fait finalement, à chaque fois, j'ai tiré le meilleur parti possible des circonstances qui étaient les miennes, c'est imbattable. Et vous allez faire avancer plein de projets à la fois que vous n'auriez pas fait avancer à un moment parce que vous vous êtes dit, c'est pas ça qui est prioritaire, mais en même temps, j'avais rien de mieux à faire à ce moment-là, c'était vraiment ça qui était la meilleure chose à faire à ce moment-là, donc ce truc-là avance. Et la priorité va avancer aussi, quand ça sera son moment. Et si j'ai besoin de faire de la place pour cette priorité, je le ferai aussi. C'est cette idée d'être toujours en capacité de réagir, d'être agile dans ce que j'ai à faire, de pouvoir même improviser, de recevoir l'interruption, de pouvoir décider si c'est l'interruption ou pas. Et tout ça, en fait, c'est cette histoire de filtrage. Donc je rappelle les filtres, encore une fois, il n'y a pas forcément d'ordre. Ça peut être le temps qui est devant moi, ça peut être mon niveau d'énergie, ça peut être les circonstances dans lesquelles je me trouve en termes de lieu, outils ou personne. Et à chaque fois, je vais aller tirer parti de la ressource la plus rare. C'est ça aussi l'idée. C'est de se dire, si j'ai pas souvent du temps long pour faire ce que j'ai à faire, quand je suis dans mes plages de temps long, vous savez, ces plages de temps réservées que je vous invitais à créer, je vais forcément tout de suite aller sur des listes sur lesquelles j'ai mis du temps long. Très souvent, ça va être la liste concentration, parce que souvent, concentration égale temps long, mais pas toujours. Je peux très bien m'être fait une liste de temps long pour les choses exprès réservées à ces moments-là. Si je suis rarement au bureau parce que je suis tout le temps en télétravail, qu'il y a des choses que je dois faire quand je suis au siège ou au bureau, dès que je me trouve là-bas, c'est la liste que je vais sortir en premier pour faire le maximum de choses dessus, parce que je tire avantage au maximum de la ressource. Cette gymnastique-là qui vous paraît peut-être un petit peu étrange pour le moment, je vous invite vraiment à l'essayer. Et c'est pour ça qu'encore une fois, j'insiste, essayez de prendre ces listes-là, les listes que je vous propose. N'essayez pas tout de suite, si vous n'êtes pas familier avec ces histoires-là, de les mettre à votre main, de vous dire celle-là je la prends pas, elle me sert pas, celle-là elle me servira pas, j'en sais rien, etc. Créez-les et vous allez voir qu'une fois créées, il y a toutes les chances que tout d'un coup, vous trouviez des prochaines actions à mettre dessus. Je les ai pas sorties de mon chapeau, c'est pas sorti de nulle part, c'est des années d'observation et de tests en coaching et en formation avec les personnes. Et j'ai vu que c'est ces listes-là qui marchent souvent le mieux. Après, quand vous aurez l'habitude,
Vous allez tout d'un coup vous créer une liste pour ça, une liste pour ci, etc. Mais ça aura du sens pour vous. Et donc vous n'aurez pas de problème à vous rajouter ou à vous enlever telle ou telle liste. Mais retenez cette idée d'opportunité au sens positif. C'est-à-dire tirer le maximum parti de la situation dans laquelle je me trouve, que ce soit en termes de temps, de niveau d'énergie ou de lieu, d'outils, de personnes. Voilà. Et je voudrais conclure avec l'histoire du calendrier. Donc je dis souvent que c'est une liste de choses qui dépendent du temps, mais c'est une liste de prochaines actions aussi. C'est juste, ces actions-là auront lieu dans le temps. C'est pour ça que je mets très rarement des prochaines actions dans mon calendrier. Je vais mettre que des rendez-vous et des réunions. Pourquoi ? Parce que si je commence à essayer de mettre des prochaines actions dans mon calendrier, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que j'essaie de prioriser sans le dire. J'essaye de faire en sorte de me dire, ok, j'ai tout un bazar de choses à faire. Et comme celles-là me paraissent plus importantes, je vais me les mettre dans le calendrier. Comme ça, en gros, je les loupe pas. Et ce qui va se passer au bout d'un moment, c'est que vous allez travailler uniquement avec les choses du calendrier. Et tout ce que vous avez mis sur les autres listes, vous ne le verrez jamais. Parce que croyez-moi, vous n'aurez aucun problème à blinder votre calendrier de choses à faire. Mais vous n'aurez pas tout le reste. Et donc, vous allez passer à côté de choses qu'il aurait été possible de faire. Et qui, sans doute, à certains moments, auraient été les meilleures choses à faire par rapport à ce que vous aviez prévu sur le calendrier, mais vous allez faire le calendrier. Et c'est dommage. Donc le calendrier, vraiment, c'est uniquement pour les échéances, le livrable et quelques rares exceptions où on va mettre une prochaine action dedans. Comme je répondais à Jean-Marc dans les commentaires, le cas où ça va arriver, c'est par exemple, c'est moi qui déclenche les facturations dans la boîte et je sais qu'on paye les gens à tant de jours. C'est pas la veille parce que la veille, c'est trop tôt pour la trésorerie. C'est pas le lendemain parce que le lendemain, c'est trop tard pour les fournisseurs. Donc c'est vraiment à certains moments précis. Et donc ça, oui, ça va dans mon calendrier. Et après, je vous l'avoue évidemment, comme Todoist que j'utilise permet des fois de mettre des dates, j'utilise les dates de Todoist, mais uniquement pour ça, que je peux voir d'ailleurs dans mon calendrier si j'ai envie. Mais globalement, si vous voulez fonctionner le mieux possible avec ces listes-là, ne mettez aucun type de priorisation, même caché, masqué, etc. Faites confiance dans le fait que tout ce que vous avez choisi de faire, tout ce que vous avez à faire, se trouve en prochaine action dans l'une ou l'autre de vos listes. Et qu'en les parcourant en fonction des circonstances qui sont les vôtres, vous allez forcément les voir et à un moment, vous allez agir dessus. Et c'est pas grave s'il y a quelque chose qui reste là-dessus longtemps. Ça veut juste dire que tout ce que vous aurez fait était plus important que cette chose-là. Pendant tout le temps, cette chose est restée dans vos listes. C'est ok. C'est pas parce qu'un truc est dans les listes que ça doit être fait rapidement. Ça sera fait quand ça sera le moment de le faire. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vous avoir éclairé un petit peu sur l'utilisation de ces listes-là, ces listes de prochaines actions, qui sont des listes concrètes. Et je vous invite encore une fois vraiment à essayer. Prenez-les telles quelles et vous allez voir que vous avez trouvé des prochaines actions à mettre dedans. Prenez-les toutes, même si vous avez l'impression qu'elles ne vous serviront pas, vous allez voir que y a toutes les chances que ça vous serve quand même. Et au bout de 6 mois, 1 an, allez 6 mois ok, vous allez pouvoir commencer à personnaliser un petit peu ça. Et quand je parle de personnalisation, attention, le nom que vous allez mettre dessus, le nom vous appartient. Je reviens pas un peu là-dessus, mais le nom quand même est hyper important. Si vous, concentration, ça vous parle plus que focus, mettez concentration. Mais c'est l'idée qui reste la même. Donc gardez l'idée de ces listes-là. Et si vous avez d'autres questions sur ces listes, n'hésitez pas. C'est vraiment un point crucial. Ça et la rédaction des prochaines actions, qui commence par un verbe d'action avec du détail, du complément, etc., de la finalité. C'est vraiment des points cruciaux de la méthode. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là dans les commentaires. Je suis ravi de répondre à vos questions. Cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Partagez, likez, abonnez-vous, envoyez ça au plus grand nombre. Je suis sûr que ça peut servir à plein de gens. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!